dans les communications sécurisées de bout en bout. C'est-à-dire qu'on a un positionnement vraiment unique qui nous permet d'offrir des solutions de communication sécurisées à partir de nos réseaux sur nos différents niveaux, à partir du niveau satellitaire, terrestre et aérien. Et de cette façon, nous pouvons gérer les données qui sont générées par nos plateformes et développer et offrir à nos partenaires, à nos clients, à nos fournisseurs des services intégrés, résilients et fiables et cyber protected, parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, un ensemble de réseaux à partir des nouveaux marchés liés aux données. Tout cela implique aussi un cadre réglementaire autour des systèmes et des réseaux et des services prévisibles, qui soient favorables aussi aux investissements, et pour lequel, vu le sujet d'aujourd'hui, c'est très important aussi un accès aux fréquences qui soit libre d'interférences. Donc, c'est très important que les services restent libres d'interférences, et cela pour le long terme. François Couloudon, est-ce que les technologies de communication qui existent actuellement sont bien utilisées par les entreprises et est-ce qu'elles sont suffisantes ? Bon, merci beaucoup. Alors, je suis venu ici pour aussi passer un message. Alors, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Loïc. Je pense qu'on a en fait deux types de besoins. Et je vais revenir au rôle de la NFR, mais aujourd'hui, on a des gens qui présentent, qui ont des entreprises qui sont, comme disait Loïc, très sensibilisées à la technologie, très sensibilisées aussi bien à la technologie de digitalisation de l'entreprise, donc au sens large, mais aussi à l'utilisation des fréquences. Et en contrepartie, on a le reste de la France, et du monde d'ailleurs, mais de la France, qui, elle, n'est peut-être pas aussi bien équipée que vous. Et je pense que le rôle de la NFR, c'est pas simplement de travailler pour les grands groupes très avancés, sur les trucs très en rupture. Et Eric, moi j'imagine qu'Ericsson, je suis prêt à parier avec toi que dans la salle ici, il y aura peut-être 20 personnes de plus l'an prochain qui vont avoir fait une voiture, pas plus. Mais là, voilà, il faut être réaliste, il faut voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et faire le point. Pour moi, la télécommunication, que ce soit la 4G, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth, tous les moyens qu'on a aujourd'hui sont complètement sous-utilisés. Complètement sous-utilisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que certaines entreprises vont avoir atteint les limites, mais que la majorité, aujourd'hui, connaissent mal ces moyens, les utilisent mal et n'en tirent pas le plein potentiel. Pour moi, on est un peu dans une analogie où, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être la mémoire des ordinateurs où on n'avait plus de mémoire. Aujourd'hui, tout le monde, on a tous, on peut regarder sur votre PC, vous avez tous de la place. Après, ça a été les vitesses de calcul. Peu d'entre vous doivent attendre très longtemps pour que l'application s'ouvre. Pour moi, en fait, la communication, aujourd'hui, on est au même niveau. On peut faire une tonne de choses extraordinaires avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'empêche pas qu'on pense au futur, d'où la réflexion sur la 5G. La 5G, alors je ne sais pas, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une technologie qui va permettre de faire des innovations en rupture, peut-être par les gens qui ont plus de moyens financiers, qui sont à d'autres stades de maturité, donc c'est bien, mais il reste un vrai rôle, alors je ne sais pas si c'est le rôle de la NFR, mais de démocratiser, de parler des moyens de communication, des fréquences à utiliser, pourquoi, les débits, les portées. Je pense que dans la plupart, alors la grande majorité des gens ne savent même pas ce que c'est. Voilà. Alors, c'est intéressant que vous présentiez votre site tout à l'heure sur la stratégie de la NFR. Pour moi, l'information qu'on y retrouve, si on pouvait la rendre accessible aux gens, de leur expliquer c'est quoi les débits réels, des portées, des technologies qui existent, déjà, ça donnerait peut-être des idées aux gens de développer des choses qu'ils ne font pas aujourd'hui et qui permettraient de générer de la valeur au sens sociétal pour tout le monde. Voilà. C'est plutôt le message que j'avais à passer. Alors, s'il y a une chose qui est très importante, c'est ce que M. Marnik avait dit. Alors, il est en train de jouer sur son téléphone, c'est lui qui faisait la remarque tout à l'heure. M. Marnik avait dit, ce qui compte, c'est que la technologie ne devienne pas, en fait, les fréquences ne soient pas un point bloquant. Pour moi, c'est la priorité numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le plan de la NFR, dans la stratégie, il faut qu'on se dise... Alors, on avait ce matin une intervention, alors je vais retrouver le nom du monsieur Pio, je pense bien. Alors, si quelqu'un ici dans la salle sait ce à quoi va ressembler la société dans 10 ans, qu'il se lève et qu'il me le dise, je suis à peu près certain qu'on va tous se tromper. Donc je pense que c'est difficile de prévoir les usages, et surtout que ceux qu'on pense qu'il va avoir dans 10 ans sont probablement les mauvais. Donc, mais je pense qu'il faut mettre la technologie à disposition, donner de la... Alors, selon les dimensions qui sont les dimensions traditionnelles, c'est-à-dire du débit, de la portée, de la latence. Donc on la met à disposition, on laisse évoluer la société, on laisse jouer les acteurs, l'intelligence, la recherche, et naturellement, il y a un nouveau système qui va apparaître,
Internet, il y a des offres, il y a des produits qui vont venir et il faut laisser faire les choses. Mais alors, pour en revenir à ce que je disais, il faut qu'on donne ça, mais en même temps, il faut que toutes les technologies qui sont aujourd'hui disponibles, on ne bloque pas les industriels dans les usages quotidiens qui vont rapporter de la valeur sans faire de spéculation sur l'avenir. Voilà, fin du message. Frédéric Pujol, est-ce que vous voyez d'autres freins en fait à cette transformation numérique? Et est-ce qu'au contraire, il y a des moteurs qu'on ne soupçonne pas sur lesquels on pourrait mettre l'accent? Alors du côté des freins, donc, il faut évoquer la question des calendriers. Donc, dans le secteur du mobile en particulier, on a une nouvelle technologie, une nouvelle génération tous les 10 ans. Par contre, dans les verticaux, il y a parfois des cycles d'investissement qui sont beaucoup plus longs. Alors, par exemple, dans le secteur de l'énergie, on est plutôt sur 20 ans, voire plus. Donc, il faut que ces calendriers se matchent, en fait. Donc, ça, c'est un premier obstacle. Un autre obstacle qui est peut-être sous-évalué aujourd'hui, c'est la complexité technologique qui est croissante. Utiliser des bandes de fréquences très hautes avec des systèmes d'antennes MIMO massifs, avec du beamforming, etc., ça va quand même nécessiter beaucoup d'évolution au niveau des chipsets. Donc là, on risque de voir en fait une limitation du nombre d'acteurs qui seront capables de produire à des coûts suffisamment bas des équipements qui vont supporter un très grand nombre de bandes de fréquences, plusieurs technologies d'accès et puis ces évolutions technologiques que j'ai mentionnées. Il y a aussi une autre barrière qui est en fait assez fondamentale, c'est la capacité d'investissement des opérateurs pour déployer les nouveaux réseaux. Alors là, on a fait des études sur le sujet et on a montré que entre les États-Unis qui ont bien monétisé la 4G et l'Europe, alors si on compare États-Unis et les 5 grands pays d'Europe, c'est à peu près la même population. Donc on voyait qu'en 2010, les revenus étaient similaires pour ces deux zones. Et par contre, en l'espace de 5 ans, il y a eu plusieurs dizaines de milliards d'écarts en faveur des États-Unis, où les revenus ont continué à augmenter. Mais par contre, en Europe, ça a stagné. Donc, comme les autres variables sont un peu figées pour les opérateurs mobiles, c'est-à-dire que leurs propriétaires leur demandent un taux de rentabilité à peu près fixe, eh ben, une baisse ou une stagnation des revenus, ça ne permet pas d'augmenter les investissements. Donc il y a cette limitation qui est toujours là aujourd'hui en Europe, alors qu'il y a des besoins d'investissement pour améliorer la couverture en extérieur et en intérieur. Donc ça, c'est pour le côté un petit peu négatif. Alors, côté driver, donc, on a effectivement un certain nombre de secteurs verticaux qui s'intéressent, qui ont besoin de connectivité, parce qu'il y a des limitations dans les systèmes qui sont utilisés actuellement, notamment des systèmes de connectivité filaire, qui pourraient être remplacés par des systèmes sans fil si ces systèmes-là sont suffisamment performants. Donc là, c'est une première chose. Et on voit que le secteur automobile peut assez rapidement peut-être déclencher un petit peu ce phénomène d'adoption de la 5G. Donc si un des verticaux l'adopte, il est susceptible d'entraîner à sa suite tout un écosystème dans d'autres secteurs d'activité. Ensuite, c'était un petit peu mentionné ce matin, donc l'Europe a quand même un certain nombre d'atouts. C'est vrai qu'il y a des entreprises extrêmement fortes dans les secteurs médicaux, dans l'automobile, la robotique, etc. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les projets de R&D, notamment ceux qui sont financés par l'Europe, notamment le 5G PPP, on voit apparaître aux côtés des acteurs télécoms traditionnels des acteurs des verticaux, donc qui viennent là pour faire part de leurs besoins, travailler en commun pour définir les cas d'usage et aboutir à un standard qui prendra en compte leurs besoins. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a certains verticaux qui sont plus avancés que d'autres. Tout ça est en train de se faire en ce moment, mais bon, ça va prendre quand même un certain temps. Et on pense que l'adoption des nouveaux systèmes, en particulier la 5G par les verticaux, pourrait être très différente. Donc certains qui vont l'adopter assez rapidement, peut-être dès 2020 pour l'automobile, mais d'autres pour lesquels ce sera beaucoup plus tardif, plutôt 2020, 2025 ou 2030. Eric Josephson, on a beaucoup parlé donc, de la transformation numérique des entreprises, et qui dit transformation dit numérique dit aussi beaucoup automatisation. Comment est-ce qu'il n'y a pas un risque de déshumanisation? Donc là, on est proche de la philosophie, mais voilà, comment on peut faire pour que l'humain reste au cœur de ces innovations? Thanks a lot upstairs. They've done a fantastic job translating. Yes, so Ericsson actually just last week announced their hot consumer trends, 10 of those. And one of them said that
35% of all the respondents across the globe would actually like to see an artificial intelligence advisor at their work already 2017. And then 65% would rather drive an autonomous, or drive, would actually go in an autonomous car than a normal car in 2017. But at the same time, to your point, 50% nearly said some kind of a fear or worry about that artificial intelligent robots might actually take over some of the jobs. And I think that is a fear that many people share. And we, as leaders in different parts, in organizations and in governments, has to embrace these type of new technologies and don't fear it. Have to be curious and don't anxious about what's about to happen. Just if we look at Ericsson, we are introducing multiple new jobs as a part of the digital transformation. We never had 5 years ago the data scientists, social media experts, or even the app developers. So there are new jobs coming as a part of this journey. And we have to embrace it. And I think a very good example that the UK actually did was, and let's see if I can find it here, was to give out small computers, and this is a Raspberry Pi, a smaller version, to 1 million students that are 12 years old, to an early stage, learn how to code and embrace the technology. So I'm not worried about that I will be replaced by a robot, but I'm worried though that we need to move much faster as a society on the competence shift and help people to embrace this new technology. Loïc Duflo, peut-être quelques mots rapidement, parce qu'on va bientôt atteindre les limites du temps qui nous était imparti, sur ce qui reste à faire. Alors, sur ce qui reste à faire, bon, je pense que ça a été très clair. Il reste encore beaucoup à faire dans beaucoup de domaines. Tout à l'heure, j'ai fait une page de publicité, donc là, je vais juste faire un tout petit peu de teasing cette fois-ci. Donc, le ministre a annoncé il y a 2 jours, lors de la conférence franco-allemande, qu'à la demande du président de la République, le ministère allait annoncer un grand plan sur la transformation numérique des entreprises en janvier, qui comprendra la modernisation des actions dont j'avais parlé tout à l'heure, notamment le programme Transition numérique, et aussi la mise en place avec les partenaires et notamment les régions volontaires de nouveaux dispositifs comme la mise en place de chèques numériques, qui est un dispositif porté par la Commission européenne pour soutenir avec des petits montants, plutôt de l'ordre de 10 000 euros, les petits investissements des entreprises pour qu'elles se modernisent par le numérique. Et donc, du coup, je vous donne rendez-vous en janvier sur ce sujet. Merci. Alors, on va prendre quand même quelques minutes pour laisser des personnes dans la salle qui voudraient poser des questions. Je sais, toutes nos excuses tout à l'heure pour la 5G, nous ne l'avons pas fait. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros dans la salle. Bonjour, Monsieur Pujol, que pensez-vous de la fusion de Time Warner avec AT&T? Merci. C'est une vaste question. 1 + 1 = 3, en fait, si je peux me permettre. Oui, on n'est pas si loin que ça de la thématique de la table ronde, puisque parmi les verticaux, il y en a un qui est très important, c'est ce qu'on appelle Media Entertainment. Donc on voit effectivement aujourd'hui aux États-Unis un rapprochement contenant-contenu extrêmement important. AT&T, Verizon ont des approches différentes pour essayer de valoriser les contenus avec leurs abonnements au fixe et au mobile. C'est un mouvement assez majeur aux États-Unis. Il y a un autre mouvement qui sera probablement approuvé par la nouvelle administration américaine. C'est un possible rachat du numéro 3 du mobile, Sprint, par le numéro 4. Le rachat de T-Mobile, qui est numéro 3, par Sprint, le numéro 4. Donc il pourrait aussi pas mal changer le paysage américain des télécoms. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Oui, bonjour. J'ai des questions sur les impacts de la 5G sur le déploiement de la fibre. Alors, est-ce que je peux? Alors,
Alors, malheureusement, je crois Sur la qu'il y a une table partie de nos intervenants de ce matin sur la 5G qui ne sont plus là. Mais peut-être vous... Bon, en fait, c'est également par rapport à un contexte, alors si je peux me permettre 2 petites minutes. Donc, aux États-Unis, la réorientation stratégique de Google dans les mobiles pour le déploiement, pour son projet fibre réalimente la question de la rentabilité de la fibre jusqu'à l'abonné pour atteindre des vitesses de connexion exprimées en gigabits. La fibre serait d'une part surdimensionnée par rapport aux besoins et d'autre part trop coûteuse et longue à déployer. Je parle de surdimensionnement par rapport aux besoins de l'usager final, car aujourd'hui, les débits de la fibre vont largement au-delà des besoins des applications les plus gourmandes en bande passante. Par exemple, Netflix recommande 25 mégabits par seconde pour télécharger une vidéo en qualité 4K ou encore 3 mégabits par seconde pour une vidéo en qualité DVD. Grosso modo, en divisant 1000 mégabits par 25 ou par 3, cela permettrait de charger simultanément 40 vidéos en qualité 4K ou encore plus de 300 vidéos en qualité DVD. Je questionne également le coût et le temps de déploiement de la fibre parce que, avec la norme DOCSIS 3.1, il suffit au câble opérateur Comcast de changer de modem à ses 22 millions d'abonnés pour délivrer des débits supérieurs au gigabit et parce que, pour Verizon et AT&T, pour rester dans la course, ils vont se désengager de la fibre pour faire du Fixed Wireless Network via de la 5G. En convertissant les ondes millimétriques supérieures à 6 GHz en signaux optiques, la 5G produira des débits d'1 gigabit, une vitesse suffisante pour provisionner des clients en service fixe. La 5G devient une technologie concurrente à la fibre et au câble, un cas d'utilisation pour les opérateurs télécoms rentabilisant plus rapidement les investissements 5G. Mes questions. Est-ce que les investissements dans la fibre des opérateurs télécoms français sont surdimensionnés ? Entre guillemets, excusez-moi, tirer la ligne Maginot jusqu'à l'abonné entrer au débit d'ici 2022, est-ce la solution la plus simple et la plus rentable pour gagner la guerre du contentement des usagers? Et enfin, les ambitions de la France dans la fibre peut-elle être un frein au développement de la 5G en impactant défavorablement la qualité des réseaux mobiles et les business models bâtis autour des objets connectés en masse, type Smart City et véhicules connectés? Merci. Oui. Je vais tenter de répondre rapidement à la question. Enfin, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que vous êtes parfaitement mûr pour contribuer au plan stratégique. Donc, dès que vous prenez votre téléphone mobile ou votre PC et puis contribuez. Non, après, en réalité, la question que vous posez, elle est assez classique. C'est la résonance entre la fibre et les fréquences. D'ailleurs, c'est expliqué aussi dans les fiches thématiques du plan stratégique. C'est un problème sur lequel on est. C'est d'une part, en quoi est-ce que la fibre et les fréquences miroitent? Parce qu'en fait, c'est pas une compétition, c'est plutôt une coopération. Il y a 2 éléments où il y a effectivement une coopération. Il y a l'élément au niveau de l'accès, où là, on a la fameuse idée déjà assez ancienne qui avait déjà été inventée à l'époque de ce qu'on appelait le GSM cloué au mur, c'est-à-dire en fait le téléphone qui permettait de faire l'accès là où on ne pouvait pas tirer le fil. Donc ça, ce sujet existe toujours, il existera avec la fibre. On pourra aussi utiliser peut-être des protocoles pour, entre guillemets, tirer la fibre par les ondes dans les endroits qui sont difficiles d'accès. Mais ce n'est pas là que le problème est le plus grave, parce que le GSM cloué au mur, ça n'a jamais vraiment marché. On a toujours tiré des fils au bout d'un moment. Le problème qui s'est posé, c'était plutôt ce qu'on appelle le backhaul, c'est-à-dire comment est-ce qu'on alimente des villages, parce que c'est toujours facile de fibrer un village, on va fibrer le village, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à amener les datas à point de creuser une tranchée sur 25 km à un prix d'or avec une fibre dedans. C'est parfois plus simple d'avoir effectivement des faisceaux hertziens qui amènent un haut débit avec des ondes millimétriques, et ça, c'est la question du backhaul. Et aujourd'hui, la fibre nous pose un problème peut-être de 5G, mais c'est un problème plan stratégique qu'il faut évoquer, mais surtout un problème de backhaul. Et ça, plan stratégique, il faut contribuer aussi sur le backhaul. Mais il ne faut pas non plus qu'on parle trop de ce sujet, parce qu'on est très loin de la table ronde. En tout cas, c'est une question importante, mais il ne faut pas qu'on rouvre une table ronde dessus. Merci. Oui. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, j'ai une question ici, excusez-moi. Deux autres, oui. Et puis après, on arrêtera. Moi, je m'adresse à Monsieur Chouet, qui a parlé tout à l'heure qu'il avait besoin... Excusez-moi, je ne vois pas où vous êtes. Excusez-moi, ici. Pardon. Bonjour. Vous avez indiqué que vous avez besoin, que vos adhérents avaient besoin de systèmes radio fiables, performants. Est-ce que vous voyez la 5G être un réseau de ce type pour vos activités ?
C'est une question assez large en fait. Il y a à la fois la question de la technologie et la question du business model dans lequel est délivrée cette technologie. Clairement, les réseaux critiques ont tous fait les choix, hein, que ce soit les industriels, les utilisateurs, etc., de s'inscrire notamment dans ces technologies 4G qui disposent de tout un tas de caractéristiques qui permettent justement de gérer cette criticité, priorité des flux, etc. Néanmoins, on n'a pas remis en cause le besoin de réseaux indépendants sur des ressources dédiées. Donc si vous me dites, et pourquoi on s'est dirigé vers la 4G, on ne veut plus reproduire les histoires des normes un peu, ou des standards type Tétrapol, Tétra, GSMR, c'est assez coûteux sur le long terme. Donc on a voulu réintégrer une dynamique aussi de normalisation, donc tirer des technologies grand public, mais dans un modèle un petit peu différent. C'est-à-dire que dans un modèle, encore une fois, de ressources en propre, sur des infrastructures en propre qu'on contrôle et qu'on maîtrise. Donc la 5G, pourquoi pas, et le fait d'avoir intégré la normalisation, c'est aussi dans l'objectif d'intégrer la dynamique de normalisation qui va derrière. C'est-à-dire on parle aujourd'hui de 4G LTE Pro. Il est évident que demain, ça s'appellera 5G, 6G, tout ce que vous voulez. Maintenant, en termes d'apport de la 5G, moi, ce que j'ai entendu ce matin, ça reste quand même relativement incantatoire, hein, sur, à la fois en termes de promesses technologiques, de rupture, voire d'apport par rapport à ce qu'on peut imaginer faire aujourd'hui en 4G. Nous, on a besoin de large bande, ça c'est sûr. Et on est peut-être avancé en termes de transformation digitale, mais enfin, en attendant, on n'a pas les fréquences. Donc, ce qu'on fera pour assurer les besoins au débit, on le fera relativement mal. On a des solutions, hein, notamment à base d'infrastructures type Wi-Fi, etc. Mais on sait que ça pose un certain nombre de problèmes. Donc on ne le fera pas bien. On le fera à prix excessif, parce que bidouiller ces technologies pour les rendre pertinentes en mobilité, faut y mettre de l'argent, faut contourner, il faut y remettre des couches logicielles en veux-tu, en voilà. Donc voilà, la 5G, oui, en termes de technologie, encore une fois, c'est dans le business model opérateur. On n'y croit pas aujourd'hui. Enfin, Son d'Orange, ce matin, disait nous, aujourd'hui, on n'y arrive pas aux engagements de latence, de débit, etc. Demain, on y arrivera. Moi, j'en sais rien. Enfin, le demain, nous, on en a besoin aujourd'hui. Et donc, on verra demain. Aujourd'hui, on reste sur des modèles de réseaux indépendants activant ces technologies 4G, voire 5G demain. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va prendre une dernière question. Ah, il y en a, bon, on va dire 2 dernières et on arrêtera là. Bonjour, Pierre-Jean Muller. Je voulais revenir un peu sur la discussion sur les freins, sur la transformation des entreprises et notamment le rôle des fréquences. Moi, je suis un peu surpris qu'il y a un grand absent de la discussion ce matin, c'est l'innovation, mais sur la gestion du spectre. Alors, on a parlé de la 5G, on a parlé des nouveaux services, on a parlé des besoins des utilisateurs actuels et des futurs utilisateurs, mais on ne parle pas de savoir comment on devrait gérer différemment, ou est-ce qu'on doit gérer différemment le spectre. On a très peu parlé de partage, on n'en a pas parlé, je crois, ou très très peu. Et voilà, donc moi je suis un peu dubitatif sur cette discussion. Je pense qu'il faut aller vers une démocratisation de l'accès au spectre. Le problème, c'est quand on dit ça, personne ne comprend plus rien. Donc la démocratisation de l'accès au spectre, c'est pas pour l'utilisateur lambda, parce qu'on l'a déjà perdu, mais c'est plus pour la Commission européenne, pour l'ITU. François Rancy, par ailleurs, que j'apprécie énormément, n'a pas parlé de partage de spectre du tout dans son discours sur la 5G. Les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait une prise de conscience par les gens qui font la réglementation, qu'il faut donner l'accès au spectre à un plus grand nombre. Et on ne peut pas ou on ne pourra pas. Et la 5G, c'était un peu l'opportunité. Je pense qu'on est en train de la perdre. C'est-à-dire que si on redonne l'accès au spectre aux mêmes acteurs que pour la 4G, la 3G et la 2G, il va y avoir un pan de la société qui n'aura toujours pas accès au spectre. Ça sera les zones blanches, ça sera la couverture indoor, ça sera les verticaux. À partir du moment où on obligera ces gens-là à toujours passer par des mêmes business models et par des opérateurs traditionnels. Donc la 5G, ce n'est pas qu'une technologie, c'est aussi les nouvelles bandes. Et il faut utiliser ces nouvelles bandes pour dire comment on pourrait les mettre
en accès différemment. Donc moi, je milite pour le partage de spectre, contrôlé, absolument pas que ça soit... voilà, on parle de Wi-Fi, on ne parle pas de 5G dans les bandes non licenciées. Donc voilà, donc le sujet, c'est vraiment, est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi pour gérer le spectre différemment et aussi innover sur la manière dont on gère le spectre et ne pas avoir que de l'exclusif aux mains de peu d'acteurs qui ont du coup le contrôle sur qui servir, qui ne pas servir. Donc voilà, c'était plutôt un commentaire qu'une question. Merci. Un demi-mot, puisque bon, on a aussi le partage du spectre, c'est un sujet qui est évidemment étudié de près. Enfin, le rapport de Joël Toledano que j'ai cité était justement sur le partage du spectre. Si vous regardez la fresque des fréquences, d'ailleurs elle est téléchargeable sur Internet, vous verrez que la majorité des bandes en réalité sont partagées, parce que le partage du spectre est un état, je dirais, presque natif du spectre. L'exclusif, il est arrivé après. Mais de toute manière, bon, donc, plan stratégique, puisque la question du partage est aussi un sujet qui est dedans, donc vous pouvez contribuer sur le plan stratégique. C'est pratique, ça permet de répondre à toutes les questions en fait. Hein. D'ailleurs, c'est une suggestion. Ça peut aussi être un sujet qu'on peut aborder dans une prochaine conférence de ce type, hein, le partage du spectre. Quels sont les progrès réels qui ont été faits en partage du spectre? Mais il faut bien avoir aussi en tête que le partage du spectre peut être parfois une solution simple qui peut créer des problèmes compliqués, puisque le partage du spectre, on arrive après en théorie économique assez vite à la tragédie des communs et du spectre qui finalement est plus vraiment utilisable, parce que c'est les plus bruyants qui en fait préemptent la bande partagée. Donc le partage du spectre, c'est un sujet qui est passionnant, qui est ouvert depuis l'origine du spectre. C'est toujours une solution, c'est une solution dans beaucoup de bandes. Mais on peut tout à fait essayer de faire un point à un moment donné sur... ça peut être aussi un thème d'atelier, plus court terme, puisque c'est un thème qui est assez vivant. Il nous faut probablement à un moment donné des évolutions technologiques en rupture pour que le partage du spectre devienne la solution à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, c'est une solution, mais ce n'est pas la panacée. On va prendre une dernière question, monsieur. Bonjour. Je me posais une question, parce que ce matin, en venant en voiture, j'ai écouté l'information qui a été rendue publique sur l'attaque de 1 milliard de comptes, j'allais dire 1 milliard de comptes Yahoo. Vous vous rappelez tous, en octobre dernier, le web était pratiquement à genoux parce que les géants américains, je pense à Netflix, je pense pas américain, lui, mais comment dirais-je, à Spotify et à d'autres gros acteurs qui ont été plantés par des attaques en déni de service, donc des attaques en gros d'objets connectés. Donc, est-ce que vous, ce matin, j'ai entendu que le représentant de la RATP et Madame d'Airbus avaient vraiment bien insisté sur la sécurité. C'est normal, vous transportez des passagers. Mais est-ce que vous pensez que la 5G pourrait être handicapée dans son déploiement sur les difficultés que les industriels auront à protéger ces objets connectés, cette fameux IoT? Et est-ce que vous ne pensez pas que le terrain de jeu qui va être offert à ces personnes, qui sont devenues des grandes spécialistes de l'attaque par déni de service, deviendra un vrai problème pour le déploiement de la 5G? La cyber security, c'est sûrement un sujet de très, très grande importance, hein, sur lequel, et qui fait partie aussi de la croissance liée à ce monde digital. Hein. Donc c'est à la fois une opportunité. Maintenant, on a en Europe en ce moment une directive, la directive Nice, hein, qui doit être mise en œuvre au niveau des États membres dans les prochains 21 mois. Hein. Ça, elle a été adoptée en juillet 2016. Et prévoit elle aussi la sélection après au niveau national d'opérateurs d'infrastructures digitales essentielles. Donc je pense qu'à la fois il y aura un volet réglementation qui va se mettre en place, et aux côtés de ça il y a bien sûr différents acteurs, y compris Airbus, qui travaillent sur ce sujet pour trouver des solutions. Oui, j'ajouterais évidemment que c'est un sujet extrêmement important et stratégique. Hein. Mais c'est pareil, la 5G, vous le voyez comme une technologie ou comme un modèle. Et ça renforce peut-être ce qu'on défend au sein de la GUR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure défense que la défense périmétrique. Donc des ressources dédiées sur des infrastructures dédiées déjà apportent naturellement une protection par rapport à ce que vous citiez tout à l'heure. Et c'est un argument de plus, je dirais, parce qu'effectivement, on voit
qu'on n'est pas à l'abri. Et je peux vous dire que dans nos activités, on dépense un certain nombre de millions d'euros dans la protection des systèmes, au-delà même des défenses naturelles périmétriques dont je parlais. Et effectivement, ça ne se trouve pas en standard, encore une fois, dans le business model des opérateurs par rapport aux flux véhiculés. Et c'est normal, ils s'adressent à du grand public, ils ne s'adressent pas à des flux, encore une fois, de production. On va arrêter là pour les questions parce qu'on a déjà largement dépassé au niveau des horaires. Donc je vous remercie tous les 6 pour cette table ronde. Et je remercie également les intervenants de la première table ronde, puisque je pense que vous avez contribué à rendre un peu plus grand public et plus accessible ce domaine qui est assez technique de la gestion du spectre. Et donc je vous invite à retrouver vos places dans la salle, parce que maintenant je vais passer la parole à Jean-Pierre Lepesteur, qui est le président... Jean-Pierre Lepesteur, je vous invite à rejoindre la scène. Vous êtes le président du conseil d'administration de l'ANFR et vous allez nous livrer votre bilan de l'édition 2016. Ok, excusez-moi, j'étais en train de faire un SMS à ma fille pour lui dire « tu m'attends, mais je suis en retard ». C'est vrai. Bien, mesdames et messieurs, ravi encore une fois de plus, parce que ça fait, je ne les compte plus maintenant, beaucoup de plaisir que je vais conclure une fois de plus cette matinée d'échange, donc où les débats comme les années précédentes ont été passionnants, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ils nous ont permis de défricher un peu plus le champ de l'évolution des usages et de dessiner les nouvelles perspectives pour la gestion du spectre dans une optique d'innovation et de croissance. Alors bien sûr, je vais commencer par remercier l'ensemble de nos intervenants pour leur participation à ces 2 tables rondes, et bien sûr nos keynote speakers qui nous ont fait des révélations tout à fait passionnantes. Bon, pour nos intervenants, vous êtes évidemment la preuve de cette grande diversité des acteurs du spectre qui chaque année illustrait la mission périlleuse et exigeante des gestionnaires des fréquences que nous sommes. Satisfaire des besoins de tous, mais en gérant les contraintes de chacun. Nos keynote speakers, un petit mot pour chacun parce qu'ils sont vraiment remarquables. François Rancy, d'abord, qui nous a quittés, hélas, il a dû reprendre son train. Donc François Rancy ne rougira pas à ce que je vais le dire maintenant. Directeur donc, du bureau des radiocommunications de l'UIT, il nous a une fois de plus éclairé, au plein sens du terme, sur le cadre mondial de la 5G cette fois-ci. Il nous a parlé même d'une approche presque totalitaire pour répondre à tous les besoins et surtout ceux que nous ne connaissons pas encore. Heureusement que je connais François, parce que le mot totalitaire me faisait un petit peu peur. Il nous a rappelé que même si la période de Noël approchait, l'UIT veillait à mettre les choses en perspective et dans l'ordre pour les fêtes suivantes, 2017, 2018, 2019, je vous en passe, et ça va suivre. Philippe Marnic nous a exposé la perspective européenne de la gestion des fréquences face à un besoin croissant en spectre, des activités bien sûr innovantes. Merci à Philippe d'être venu nous montrer comment le Royaume-Uni reste et restera un acteur décisif du futur monde européen des fréquences, malgré les vicissitudes de la démocratie parlementaire. Nous avons trouvé un moyen supplémentaire, je crois, peut-être le seul vraiment efficace, d'ancrer nos plus chers voisins au continent, ce sont les ondes. Merci pour son travail décisif au cœur du RSPG. La première table ronde, je vais être très court, je vais essayer d'être très court en tout cas, parce que ma fille m'attend. La première table ronde était consacrée aux orientations stratégiques et au calendrier, étape de la période cruciale qui vient pour la 5G, et aux besoins que cette technologie veut remplir. La période de Noël est propice à l'émerveillement, vous le savez. C'est avec mes yeux d'enfant que j'ai regardé défiler les images du futur proche, presque à portée de main grâce à la 5G. IMT 2020, nous a dit François. L'ambiance festive ne m'a pas empêché de noter quelques vérités. Stéphane Piot nous a rappelé que la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'était de lancer les dés. Et aussi entendre noter des mots magiques que j'aime bien entendre dans cette période de cadeaux. La 8K sur mon smartphone, merci Père Noël. La monétisation, on parle de monétisation quand même. L'environnement immersif, ça c'est bien aussi. Et les opérations chirurgicales à distance dans l'ambulance, ça m'a fait un peu peur. Plus sérieusement, ce futur réseau mobile viendra accompagner une explosion des usages, nous en sommes persuadés, mais l'Europe va-t-elle encore souffrir de sa croissance trop faible et ne pas refaire son retard? Nos intervenants, tels M. Barani, ont esquissé les ambitieux objectifs
de politique publique. Et c'est vrai qu'une politique publique doit être ambitieuse, celle de la France l'est aussi. Et je veux retenir le rôle majeur que la France souhaite jouer et va jouer, j'en suis persuadé, avec ses partenaires européens au niveau international. Ils nous ont tous exposé nos forces, mais rappelé aussi un peu nos faiblesses et ce qu'il nous reste à faire. Ne nous trompons pas de chemin. Beaucoup d'entre vous, de nos intervenants, ont parlé du chemin à prendre, et du bon chemin, je pense, et de le prendre à la bonne vitesse, et de ne pas s'arrêter en route, pas d'école buissonnière. Donc on travaille, et surtout, sachons le prendre de manière ordonnée, ce chemin, et économe. Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière nous en a parlé, je ne sais pas si elle est encore là, et François Couloudon également. La 5G, on ne pourra pas le répéter suffisamment, ça se construit dès maintenant, tous les jours. Sur ce point, juste une petite parenthèse, oui, pour vous rappeler que l'Agence nationale des fréquences, il faut bien le dire régulièrement, donc est extrêmement active au niveau international, et notamment pour préparer les conférences mondiales, mais pas seulement ça. L'agence travaille en effet donc en permanence avec l'ensemble des acteurs de la gestion du spectre au niveau mondial pour ouvrir les nouvelles bandes de fréquences pour ce futur standard de communication mobile. Voilà, c'était mon encart publicitaire pour l'équipe internationale de l'agence, mais qu'il mérite bien. Et une des spécificités de la 5G sera bien de faire appel à des gammes de fréquences plus hautes, vous l'avez compris. On parle de dizaines de gigahertz, bien évidemment, au-dessus de 24 gigahertz. L'agence va participer activement à ce travail, à l'identification des bandes hautes pour la 5G d'ici la CMR 19. Le travail a bien sûr commencé. Mais la 5e génération de téléphonie mobile, ne nous trompons pas, n'aura pas moins besoin de bandes de fréquences basses. Et nous y travaillons depuis déjà plusieurs années. Les bandes L, la bande 3.4.3.8 sont dorénavant ouvertes, sachez-le. Souvenez-vous-en, elles n'attendent que leur exploitation. Pour les applications dites verticales, on a déjà harmonisé 2 bandes de fréquences pour les véhicules connectés, la 5.9 et la 63 GHz. Et c'est un point tout à fait important de l'ordre du jour de la prochaine CMR. Et nous allons essayer d'y exporter notre solution européenne et de l'exporter vers le monde entier, ce qui aidera bien sûr notre industrie automobile. Juste un mot aussi pour revenir sur le plan stratégique dont nous a parlé Gilles. Je crois qu'il faut enfoncer le clou. Vous l'avez compris, aujourd'hui était un jour important et hier soir encore plus, puisqu'il fallait finir de boucler le site de consultation. Donc vous y avez accès depuis ce matin, depuis même hier soir d'ailleurs, pour les initiés. Le plan stratégique, c'est vraiment, je pense, une opération nouvelle, d'ailleurs, je pense, très innovante pour l'agence, mais très innovante aussi pour le milieu des fréquences, pour les acteurs que vous êtes. Et les mots que j'ai entendus, briser les codes, dissiper le brouillard, accéder à une maturité, à une appropriation collective du spectre, tout ça, c'est tout à fait l'esprit de l'exercice. Alors l'approche est peut-être un peu ébouriffante pour nous tous, qui sommes habitués à voir l'avenir cadré pour toujours. C'est le petit défaut des ingénieurs, je crois. Mais je vous rassure, nous ne sommes pas encore tout à fait arrivés à une gestion collectiviste non plus du spectre. Nous ne sommes pas non plus à l'aube d'une votation à la Suisse pour affecter les bandes de fréquences. La créativité, par contre, est de mise. Je vous rappelle simplement que ce qui frappe tout le monde quand on travaille au niveau européen ou international, c'est l'extraordinaire fluidité des échanges, entre d'ailleurs acteurs publics et acteurs privés, qui est la clé du travail pour le futur des fréquences, en induisant à chaque fois les travaux nécessaires chez les meilleurs acteurs du domaine. C'est une équation assez miraculeuse, je pense. Et je veux saluer au passage, pour revenir une dernière fois sur le site dont Gilles nous a annoncé l'ouverture, le site donc plan stratégique du spectre, gestion du spectre, donc tous ceux qui ont envie de faire gérer le spectre autrement que ce qu'ils pensent de la façon dont il est géré aujourd'hui, venez voir le site, dites-nous ce que vous en pensez. Donc je veux saluer le travail extraordinaire de l'équipe qui effectivement a monté ce site dans un délai absolument record. Je pense, Gilles, ça doit être l'ordre de quelques semaines, à peu près, avec l'aide et le soutien de nos affectataires qui nous ont effectivement nourris et qui vont continuer à le faire d'ailleurs, pour la justesse, la pertinence des fiches. Donc réjouissance sur le site sur l'ouverture de ce site, comme l'a dit Gilles. Allez donc sur le site, je crois qu'on a donné l'adresse tout à l'heure, planstratégique.anfr.fr. Donc seconde table ronde, très vite, nous a permis de nous plonger de nouveau, mais c'est toujours un peu plus difficile d'ailleurs, de nous plonger dans la transformation numérique. Enfin, je trouve que c'est un peu plus difficile d'en parler, parce qu'on nous a parlé de la transformation numérique des entreprises, on nous dit à chaque fois que ça va être un véritable bouleversement, un tremblement de terre, et on a montré bien sûr tout le rôle que pouvaient jouer les fréquences dans ces mutations.
Eric Josephson nous a interpellés sur notre relative, ça c'est peut-être effectivement l'explication de pourquoi ça ne va pas si vite que ça, donc il nous a interpellés sur la relative difficulté, notre difficulté à tous, de nous convertir mentalement au progrès qui nous attendait. Le Père Noël a donc du travail pédagogique à faire. Le numérique est en train clairement de provoquer une révolution industrielle et les outils de production, modèles d'affaires, organisation des entreprises pourront évoluer sensiblement, on me dit, en réduisant les coûts de l'entreprise, en améliorant l'efficacité et la sûreté. Je veux bien le croire. Tout ceci va contribuer à l'amélioration de notre quotidien et à la croissance économique. Je veux bien le croire aussi. On a même parlé de l'usine du futur, qui est une formule chère à mon cœur, parce que dans mes vieux souvenirs, quand j'étais à la DGE de l'époque, il y a 20 ans, on parlait de l'usine du futur, bien évidemment, et on y associait technologie et humain. Et nous savons aussi que ces évolutions sont un redoutable défi pour l'évolution du monde du travail et pour la formation continue de tous, y compris, bien sûr, la nôtre. La frontière entre sphère professionnelle et sphère personnelle résistera-t-elle d'ailleurs à tout ceci? J'attends la réponse. Donc, pour finir, les 2 tables rondes que nous avons eues illustrent assez parfaitement ou assez bien l'une des raisons d'être de l'agence, à savoir un croisement entre l'offre et la demande, entre les arbitrages du technology push et puis bien sûr de la consommation et de la capacité à accepter de nouveaux usages. Et au travers de la gestion du spectre, nous sommes effectivement appelés à jouer un rôle assez crucial en soutenant ou en facilitant, en permettant l'innovation. Donc, il s'agit de faciliter l'accès au spectre de nouveaux entrants, mais aussi des anciens. Loïc Duflo nous l'a rappelé, nous a rappelé l'énorme travail de sensibilisation qui restait encore à faire. Je me rappelle de ça aussi il y a 20 ans. On parlait déjà de sensibiliser les PME, mais c'est un travail considérable. Et c'est vrai que les PME ne se sensibilisent en général qu'elles-mêmes. Il faut simplement les déclencher, trouver les déclencheurs. Tout cela donc au milieu et en utilisant une ressource naturelle, on pense qu'elle est naturelle en tout cas, et rare, c'est le spectre. Donc nous, gestionnaires du spectre, nous devons réfléchir de plus en plus avec l'ensemble des acteurs à des moyens innovants de gestion du spectre. Je l'avais écrit avant que nous ayons cette dernière intervention, je crois, donc ça sort du cœur. Nous devons donc de réfléchir à ces moyens innovants de gestion du spectre, même si nous connaissons la difficulté du partage du spectre. Mais le partage de cette ressource est absolument indispensable. Je crois qu'il y a quelques affectataires présents dans la salle qui vous rappelleront qu'ils ont déjà largement contribué au partage de leurs ressources. Donc nous poursuivrons, quant à nous, et renforcerons le dialogue avec l'industrie et les acteurs publics, et ce, dans une transparence désormais accrue. Le site, sur le plan stratégique, en est la preuve. Je crois que j'ai perdu ma dernière page, mais je crois que c'était la plus simple à prononcer. C'était simplement pour vous dire que j'étais ravi maintenant de conclure cet exercice et de vous inviter, en vous donnant rendez-vous très certainement à l'année prochaine, enfin j'espère à l'année prochaine, parce qu'il se passera des choses, donc à vous inviter à sortir de cette salle et à prendre un rafraîchissement en notre compagnie et puis à continuer nos discussions ensemble. Merci à tous.